Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Et donc je vous le dis, la réponse de l'État sera à la hauteur. Ils vont tous rentrer chez eux, tous. Ceux qui ont tabassé des policiers, ceux qui ont agressé des femmes dans la rue, ceux qui ont mis le feu à des voitures sont aujourd'hui libres et ils le seront demain. Brahim, 20 ans, tir de mortier d'artifice contre les forces de l'ordre, 2 mois avec sursis. On se moque pas comme ça de la justice française. Ali, il a reconnu avoir lancé un projectile sur les policiers, 8 mois avec sursis. Nous poursuivrons, nous punirons, on sera implacable. Bon je vais y aller et ils vont m'entendre. Il faut que la sanction retrouve du sens. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Moi monsieur, ce jour-là, j'étais au McDo, je tuais mon fils. Nous serons sans faiblesse. Bon acquittez, tu peux y aller. Et nous prendrons toutes nos responsabilités. Cet homme est innocent, acquitté. Archibald, mais pas la gueule. Nous sommes en guerre. Et oui, quelle guerre, et de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Évidemment, de la justice. Vous savez ce qui s'est passé, vous l'avez tous vu, sur les images, réseaux sociaux, télévision, etc. Ce qui s'est passé après la très belle victoire du PSG contre Milan. Eh bien après, c'était autre chose, hein, c'était le mauvais côté de la force. On va en parler avec Georges Fenech, qui est ancien magistrat, qui est écrivain et journaliste. Et on va voir pourquoi est-ce que c'est une culture, cette culture de l'impunité ou cette culture de l'excuse. Et au vu au-dessus des résultats, effectivement, des jugements qui sont passés très 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 vite, hein, après l'audition des accusés, et puis au-delà de ça, on se demande toujours, mais c'est pas nouveau, hein, c'est 2 poids et 2 mesures. Comment ça se passe? Et puis nous allons parler évidemment, parce que d'un autre côté aussi, une autre injustice qui n'a rien à voir avec le judiciaire, c'est l'explosion de la TVA sur les factures d'électricité et de gaz, l'inflation, etc. Qui est tondu comme d'habitude? Qui va payer comme d'habitude? La classe moyenne. Et pourquoi et comment? On en parlera avec Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, parce que ça devient là aussi assez plus que préoccupant d'ailleurs. On n'a plus que l'impôt sur les eaux, disait Michel Audiard. Et puis on va parler de cette boxeuse algérienne, Iman Khelif. Oui, vous savez, elle avait gagné le comité olympique, tournoi de boxe. Elle avait triomphé effectivement dans la boxe féminine. Or, on sait maintenant, on l'a prouvé, que c'est resté un homme en dépit de la transition. Alors ça va mener vers quoi tout ça? Puis on va parler de Paris. Et puis, en seconde partie d'émission, nous allons recevoir quelqu'un que vous connaissez, qui est la psychologue Marie-Estelle Dupont. On va parler de quoi? Et vont parler de ce malaise dans la civilisation, dans notre civilisation. Qu'est-ce qu'on peut appeler aujourd'hui le gouvernement par la peur, sinon par le chaos? Qu'est-ce que ça veut dire dans la tête des gens? Eh bien, on en parlera longuement. Et en attendant, aujourd'hui, attachez vos ceintures. La justice passe ou trépasse. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Tir de mortier, d'artifice et de projectiles, pillage de magasins, violence contre les forces de l'ordre et les forces de l'ordre et les pompiers. Les célébrations après la victoire du PSG en Ligue des Champions ont été émaillées de graves violences, on le sait, on l'a dit, on l'a vu partout. 500 interpellations ont été effectuées dans le pays. Et premiers émeutiers ont été jugés en comparution immédiate dès lundi par la 23e chambre correctionnelle de Paris. Et ils sont ressortis comment de cette 23e chambre correctionnelle? Avec quelles sanctions? On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Et juge, en rentrant chez vous le soir, est-ce que vos âmes sont tranquilles?
Ringo, alors il ne s'agit pas évidemment de généraliser, tous les juges ne sont pas à mettre dans le même sac, comme tous les journalistes, comme tous les policiers, comme tout corps ou toute corporation, évidemment, ça n'a pas de sens. Simplement, on peut vraiment se poser des questions par rapport à, pour ne parler que de cette affaire qui a touché toute la France. Donc, 4 jeunes, Aurélien, Bayo, Ali et Ibrahim, convaincus d'avoir tiré à tir-feu mortier à bout portant sur des policiers notamment, et convaincus d'autres faits. Aurélien, Bayo, Ali et Ibrahim ont écopé de peines allant de 2 mois à 8 mois de prison. Attention, avec sursis. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés chez eux, alors il y a quelques amendes, etc., stage de citoyenneté, travaux d'intérêt général, voilà. Ils encouraient 3 ans de prison ferme et 45 000 € d'amende normalement, mais on a tenu compte de leur situation stable. Ces jeunes âgés de 20 à 22 ans vivent pour la plupart chez leurs parents, en banlieue parisienne, présentent un casier judiciaire vierge ou presque, voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bonjour Georges Fenech. Bonjour cher André. Toujours heureux de vous recevoir ici. Georges Fenech qui est évidemment ancien magistrat, avocat. Il travaille, il faut le dire, de façon tout à fait talentueuse, aussi bien à CNews qu'à Europe 1, et puis il vient d'écrire un roman, on en reparlera de ça, un très beau roman, Hermine, aux éditions Guy Trédaniel. Alors Georges Fenech, effectivement, on peut se poser des questions, on sait que la justice est individuelle, il ne s'agit pas de faire des justices collectives, et encore moins rapides, mais quand même, on voit ça, on voit, voilà, toutes les personnes, en tout cas, qui ont été jugées en comparution immédiate, qui ont été devant la justice, sont tous, je dis bien, sans exception, sortis avec sursis. Alors, quelques-uns 500 € d'amende, voilà, et chacun a raconté évidemment son histoire. Mais qu'est-ce que ça dit effectivement de ce qui se passe aujourd'hui dans notre cher et doux pays? Moi, j'ai beaucoup aimé votre présentation sonore. On voit ce que dit le président de la République. Nous serons implacables, nous serons intraitables, etc. Enfin, toujours les mêmes mots, et au final, on voit, chaque Français voit bien ce qui se passe au niveau judiciaire, c'est-à-dire c'est une véritable faillite judiciaire, une absence de réponse pénale à ce qui relève de l'infraction gravissime. Le fait de tirer sur un fonctionnaire de police avec un mortier, un tir tendu, ça s'appelle, de mon point de vue, une tentative d'homicide volontaire. Parce que c'est une arme, le mortier. C'est une arme par destination. Et ça se traduit par 500 € d'amende, voyez-vous, quelques semaines ou mois de sursis, alors que le boulanger qui ouvre le 1er mai, lui, se prend 7 000 € d'amende. Ben non, je ne vais pas faire de comparaison trop facile, mais vous voyez bien qu'il y a dans la justice répressive aujourd'hui une défaillance, une déconnexion qui nous a amené à l'état d'insécurité dans lequel nous vivons, l'état d'ensauvagement, de barbarie, si je reprends le terme du ministre de l'Intérieur, parce qu'il y a ce sentiment, cette même certitude aujourd'hui d'impunité de la part de ceux qui se permettent d'agresser des fonctionnaires de police, de tout saccager, de tout piller. De tout, alors, la peine encourue, c'était 3 ans. Vous avez notamment 2 ressortissants étrangers, algériens, dont un ou deux, même les 2, je crois, sont sous OQTF, obligation de quitter le territoire. Logiquement, ils sont interpellés, déférés, traduits en comparution immédiate devant une juridiction correctionnelle. Compte tenu de la gravité des faits qui leur seront reprochés, on aurait pu concevoir qu'une peine ferme soit prononcée, avec mandat de dépôt à l'audience, et qu'à l'issue de leur peine purgée, ils soient reconduits à la frontière, purement et simplement. Là, il n'y a même pas, on les relâche, il n'y a même pas de peine complémentaire d'interdiction du territoire, voyez-vous, de la part de la justice. Donc on voit bien, et d'ailleurs même Madame le procureur, pardon de la citer, mais de Paris, Madame Laure Becchio a fait un communiqué hier en disant que la peine de prison n'est plus la référence pour les magistrats, voyez-vous. Donc c'est parfaitement assumé, c'est-à-dire que c'est une politique pénale voulue par les magistrats qui n'a rien à voir avec ce qu'attendent les Français. Oui. Ce que souhaite le garde des Sceaux, qui très courageusement, M. Darmanin, a dire c'est pas à la hauteur. Et donc voilà, on a affaire à une justice qui tourne, si vous voulez, qui finalement décide de sa propre politique pénale, des sanctions qui doivent être ou non prononcées,
et qui est responsable, moi je le dis très clairement. J'ai écrit, vous le savez, il y a 2 ans, un livre, L'ensauvagement de la France, où je pointais la responsabilité des politiques et des juges. On a là un exemple, mais alors vraiment flagrant, comme on l'avait eu déjà, quoi qu'on en ait dit, lors des émeutes du mois de juin et juillet 2023, où on avait saccagé, la mort de Naël, voilà, bon, on avait dit, vous allez voir, etc. En réalité, il y a eu quelques peines, effectivement, mais tellement bien aménagées ensuite que ça ne fait peur à personne. Mais c'est assez étonnant, vous venez de citer la procureure de Paris, c'est quand même fort. La peine de prison n'est plus la référence. C'est ce qu'elle nous dit. C'est quand même énorme, ça. Enfin, c'est pas énorme, mal. mais c'est aussi une responsabilité directe là, de la classe politique, la classe dirigeante, puisque tous les textes qui ont été adoptés dans les dernières années rappellent avec insistance que la prison, c'est l'exception d'exception d'exception. Vous ne prononcerez une peine de prison qu'en dernier recours. Oui, il faut vraiment que ce soit... Ouais, donc, terrible. pour certains individus, la seule chose qu'ils comprennent, c'est la privation de liberté. Et pas n'importe laquelle. C'est-à-dire une vraie privation de liberté. Pas celle qui circule sur les réseaux qu'on voit encore narguer, des détenus qui narguent la pénitentiaire, et qui ont des les jeux tablettes ludiques, et autres. les tablettes, etc. etc. Et vous avez remarqué que ce qui se passe chez nous, vous l'avez dit, votre éditorial, ça ne se passe pas dans les autres pays européens. On aurait pu imaginer que l'Inter de Milan ayant perdu le match, Milan soit à feu et à sang. Rien du tout. À Barcelone, ça s'est jamais passé dans les autres pays. Même les Britanniques ont réussi à endiguer le phénomène du hooliganisme. Et nous, on est face à une population qui vient, par effet d'aubaine, profiter d'une foule qui est en liesse et qui fait la fête pour tout casser. Pourquoi? Interrogez-vous. Mais justement, ce qui est frappant aussi, Georges Fenech, et je voulais avoir le sentiment, et on va parler aussi des politiques. Primo, c'est quand même, je vais vous dire, moi je suis enfant de banlieue, où je suis parmi ces gens qui ont envie un peu de casser. Je vois que 2 jours avant, plusieurs quartiers de Paris se barricadent. 48 heures. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, on arrive au stade où il va y avoir une manifestation. Attention, restez chez vous, on n'a plus besoin du Covid. Confinez-vous, restez chez vous, surtout pas de problème. Et surtout, on amène tous les gens pour mettre des grandes palissades en bois devant des magasins. On en est là. On en est là. C'est-à-dire que ce sont les voyous qui tiennent la rue. Finalement, les commerçants doivent se barricader. Ils ont des pertes de chiffre d'affaires très importantes. Certains vont probablement, et je regrette vraiment pour eux, devoir tirer le rideau définitivement. J'ai entendu la maire du 8e arrondissement dire « mais c'est fini, on ne tolérera plus ce genre de choses ». Oui. Il va falloir interdire les Champs-Élysées, carrément, toute manifestation. Et de toute façon, si vous déportez le problème, il se produira ailleurs. Bien sûr. La seule solution, et nous le savons, et les Français le comprennent, c'est qu'il y ait une vraie réponse pénale. Mais ça suppose renverser la table, ça suppose une rupture, qu'on en finisse avec cette idéologie qui pourrit, qui gangrène l'institution judiciaire de l'excuse, etc. Il faut condamner ceux qui commettent des méfaits. Point barre. On va en parler juste après cette petite pause. Comment renverser la table concrètement et comment on peut le faire, et parler du rôle des politiques aussi avec Georges Fenech. À tout de suite. Nous sommes toujours avec Georges Fenech pour parler effectivement justice, mais aussi, Georges, pour parler politique, parce que on parle effectivement des réponses de la justice, on a vu sursis à tous les étages, et bon, 500 €, et bon, travaux d'intérêt général. Mais quand même, les politiques, je rappelle quand même, vous parlez de que Gérard Darmanin, qui effectivement dit, il faut effectivement faire, il a parlé de la création d'un certain nombre de prisons, il parle de ce qu'on peut faire aujourd'hui, plus d'excuses. Enfin, il faut quand même rappeler que Gérard Darmanin a été ministre de l'Intérieur pendant quelques années. Bruno Retailleau qui dit aussi arrêtons, très très bien, mais comme on dit, les actes suivent ou ne suivent pas chez les politiques. Écoutez, moi j'observe le duo, comme ils se qualifient eux-mêmes, M. Darmanin et M. Retailleau, qui donnent en tout cas le sentiment d'avancer sur le même rythme, avec les mêmes objectifs, c'est-à-dire la sécurité des Français, une vraie justice. Mais moi j'ai beaucoup d'empathie pour eux, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas de prise
aujourd'hui, ni l'un ni l'autre, sur la justice. Mais pourquoi? Et on le voit bien. Parce que la justice ne rend compte à personne. Oui. Elle n'a pas de compte à rendre. Vous les voyez avec des robes, mais en réalité, ce sont des politiques qui sont dissimulés sous des robes. Oui, ce sont des politiques. Ce sont des politiques. C'est une justice qui a été noyautée par un clan qu'on pourrait dire aujourd'hui de quelle tendance un peu mélanchoniste, ultra-gauche, qui manifeste avec lors de la fête de l'UMA, par exemple, qui est présente. Vous parlez du syndicat de la magistrature, oui, notamment. qui est très influent. Son mur des cons, etc. Je ne vais pas refaire toute l'historique, la harangue d'Oswald Baudot, soyez les défenseurs du voleur contre la police, on y est. Parce que, je veux dire, concomitamment, il y a un télescopage quand même saisissant entre des voyous, comment peut-on les appeler, des casseurs qui s'en prennent à des policiers et qui échappent à toute condamnation effective, et dans le même temps un policier qui avait fait son travail, qui avait tenté d'interpeller le jeune Naël qui est mort, c'est regrettable, mais qui présentait un danger à ses yeux et qui se retrouve à être jugé pour meurtre devant une cour d'assises, voyez-vous. Donc il y a ce télescopage et les Français ne comprennent plus. Les Français ont le sentiment, à juste titre, que la justice ne répond plus à leurs attentes. Or, la justice, elle est rendue au nom du peuple français. Et qu'elle est à géométrie variable. Étonnamment variable. Elle a choisi son camp. Oui, carrément. Elle n'est pas à géométrie variable, elle a choisi son camp. Son camp, c'est celui des délinquants qui sont des victimes, d'après eux, de discrimination et qu'il faut avant tout protéger avant de les condamner. Voyez-vous. Donc, on en est là aujourd'hui et c'est gravissime pour une démocratie. Parce que la politique pénale, c'est, comme son nom l'indique, une politique globale qui veut une sanction pour les infractions, notamment les plus graves, telles que celles qu'on a assistées après le match. Et pour autant, le peuple est dépossédé, en quelque sorte, de sa souveraineté, puisque ses représentants, que sont les ministres, les députés, ils ont beau faire des textes, ils ont beau voter des lois, les juges ne les appliquent pas. Parce qu'ils estiment que ces lois ne sont pas adaptées. Ils ont leur propre vision, si vous voulez, de ce que doit être la répression. Et le politique, de ce point de vue, n'imprime plus. Alors c'est vraiment ça. Il n'a plus les manettes. D'ailleurs, depuis le ministère de Mme Taubira, depuis donc 2013, le garde des Sceaux ne peut plus donner d'instructions dans les dossiers. Vous voyez, il ne peut plus s'en mêler. Il s'est complètement dépossédé de ce pouvoir. Voyez-vous, il ne peut faire, le garde des Sceaux, que de circulaires d'ordre général, qui sont peu ou prou appliqués par les parquets, selon leur bon vouloir, puisque les parquets aussi ont finalement acté leur indépendance vis-à-vis du garde des Sceaux. Donc, à quoi sert un ministre de la Justice aujourd'hui? À essayer d'avoir un budget, voilà. Mais pour le reste, ce sont les juges qui font leur propre justice au sein de l'institution judiciaire, voyez-vous. Donc, on est face à une situation qui présente un péril pour la démocratie, la séparation des pouvoirs. Il faudra bien qu'il y ait un moment, une rupture avec cette dérive. Et ça ne passera que lorsqu'il y aura de nouvelles élections, avec une nouvelle politique. En fait, soyons clairs, vous dites qu'il faut attendre 2027. Oui, lorsque j'entends M. Darmanin dire on va supprimer le sursis, on va supprimer les aménagements de peine, mais bon, ça part d'un bon sentiment, mais ça ne passera jamais. Ça ne pourra pas passer. Si vous n'avez pas une majorité, si vous n'avez pas une volonté politique ferme, vous ne pouvez pas réformer la justice. Il nous dit qu'il nous faut des peines minimales. Mais que n'avez-vous fait lorsque vous aviez la majorité? M. Sarkozy avait institué les peines planchées en 2007. D'accord. Arrive Mme Taubira en 2014, elle les supprime. D'accord. Ensuite, il y a eu une députée, Mme Mouchouk, de la majorité macroniste, qui propose de les rétablir. La Macronie vote contre. Pardonnez-moi, mais M. Darmanin était déjà ministre à ce moment-là. Oui, donc, qu'on ne vienne pas tenir un double discours par rapport aux actes politiques. Ni sous Édouard Philippe, ni sous Mme Borne, personne n'a voulu faire les réformes qu'il fallait. Aujourd'hui, ça explose.
Et on entend un peu tardivement dire attendez, il faut vite rétablir les courtes peines, monsieur Attal, il faut réformer pour les mineurs, l'excuse de... Attendez, mais ça fait 8 ans que vous êtes au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous nous faites? Qu'est-ce que vous nous dites? Comment voulez-vous qu'on puisse vous croire? C'est plus possible. Il faudra malheureusement attendre 2027, à supposer que 2027 soit une véritable rupture. Terrible. Vous savez, ce que vous décrivez, c'est ce que disait Marx en une phrase, hein, et c'est pas politique. Il disait l'histoire s'écrit d'abord en tragédie, elle se répète en farce. Et nous sommes à l'époque de la farce. Oui, mais c'est une farce tragique. Hein. Farce tragique, absolument, farce tragique. Et policier qui est entre la vie et la mort. Là. Ouais. Et puis les citoyens. Et après tout, le pouvoir est là pour protéger les citoyens, la police aussi, etc. Je suis triste, vous savez. Vous savez, ça arrive au point. Je voudrais dire, je ne sais pas si vous le savez, Georges Fenech, mais il y a une chose, et ça concerne la police, pour vous dire que, parce qu'on a reçu des syndicalistes policiers qui disent effectivement on ne peut pas faire grand-chose. Écoutez ça, un restaurateur parisien, il n'y a pas si longtemps, a viré un pickpocket de son établissement après l'avoir surpris en train de voler. Et donc, il s'avance vers lui. Attendez, il le tue pas, il le frappe pas, il n'a pas d'arme, et il le chasse parce que il a et dans la vidéo qu'on a vue, il le fait fuir, et des policiers arrivent, interpellent le fuyard, effectivement, et s'adressent au restaurateur en disant, bah alors, on se fait justice soi-même? On se fait justice soi-même. Mais comment voulez-vous qu'on fasse? Ben oui. Oui, mais c'est le risque. Hein. C'est le risque que si ça continue comme ça, vous aurez des citoyens qui vont s'organiser. Hein. Ce que je déplorerais, évidemment, en tant que magistrat, pour moi, la justice, c'est une justice rendue au nom du peuple. On ne se fait pas justice soi-même. Mais le cas échéant, s'il y a une défaillance totale de la justice qui ne protège plus, vous aurez de plus en plus de recours à la sécurité privée. Donc, en fait, vous avez été, je le rappelle, député pendant 2 mandats, Georges Fenech. Donc, vous étiez aussi dans le législatif et pas seulement dans le judiciaire. C'est que c'est vrai qu'on est dans le grand vide, quoi. Dans une espèce dans le grand vide. Mais il y a longtemps que le politique a démissionné de ses missions régaliennes. Hein. On sait faire beaucoup de choses. Hein. On sait confiner quand il le faut. On sait interdire les cigarettes sur les plages quand il le faut. Tout ça, c'est facile à faire. Les aides-à-feu pour les gueux qui ont encore des voitures thermiques. Les aides-à-feu, on a reculé. On a reculé, oui, c'est vrai. Je salue l'action d'Alexandre Jardin qui a été déterminante. Ces gueux dont parlait Victor Hugo, hein, ces gueux qui ont fait Rome, ces gueux qui ont suivi Jésus, ces gueux, écoutez-les un petit peu parce que c'est le peuple. Et lorsque le peuple se lève, plus rien ne peut le résister. Ce qu'on peut craindre, effectivement, ou peut-être même espérer, c'est que les gueux se redressent l'échine pour réclamer quoi? De la sécurité et également le pouvoir vivre de leur travail. La Belle au bois dormant, réveillez-vous. Voilà, on peut rêver un instant. On peut rêver. Merci Georges Fenech. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Paye tes dettes, 1, 2, paye tes dettes, mon vieux. Paye tes dettes, c'est mieux. Ou sans ça, ça n'ira pas. Paye tes dettes. Oui, paye tes dettes. Mais dites-moi, cher Charles Trenet, paix à son âme, l'un des plus grands compositeurs, auteurs et chanteurs français, encore faut-il ne plus avoir que l'impôt sur les eaux, comme disait Michel Audiard. Eh bien voilà, la loi de finances, comme vous savez, c'est pratiquement voté, le cadre du projet de loi de finances 2025, hausse de la TVA sur les abonnements d'électricité et de gaz à compter du 1er août 2025. Voilà. Donc, effectivement, on connaît, vous savez, jusqu'à présent, TVA a été fixée à un taux réduit de 5,5 sur la partie abonnement, la part fixe de votre facture, la consommation, la part variable, était soumise à un taux plein de 20%. Mais Europe oblige, Ursula oblige, eh bien, elle a été jugée non conforme au droit européen. Il faut une uniformité des taux de TVA. Donc, pour se mettre en conformité, voilà, on va appliquer le taux normal de TVA de 20% à l'intégralité de la facture d'énergie. Alors voilà, on a demandé au comptable en chef de la France qui souffre, Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Effectivement, comment c'est? Alors ça y est, on va avoir TVA de 20% pour tout le monde, gaz, électricité.
Ça veut dire quoi? Et puis, c'est le début, il y aura plus si affinité peut-être. Alors c'est vrai que la TVA est un impôt qui est extrêmement important. André, il faut rappeler que c'est le premier impôt en France qui permet de collecter à peu près 220 milliards. Donc je veux dire, la TVA est un impôt majeur. C'est l'impôt qui collecte le plus. C'est exactement ça. 220 milliards par an. 220 milliards par an. Et alors à quoi elle sert? À 50% à financer l'État, 25% à financer les collectivités locales et 25% à financer notre protection sociale. Donc penser que la TVA finance uniquement l'État, en fait c'est faux. La TVA finance en fait les 3 fonctions publiques, fonction publique d'État, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière. Alors effectivement, vous l'avez dit, la TVA c'est presque le symbole des impôts en France, puisque vous avez 4 taux. Le premier taux c'est 20% pour la majorité des produits et des services. Donc maintenant ça va être les abonnements d'énergie. Vous avez un taux à 10% pour les produits agricoles non transformés. Vous avez un taux à 5,5% pour l'essentiel des produits alimentaires, on va dire les produits de première nécessité. Oui, c'est sûr. Et puis vous avez un dernier à 2,1% pour les médicaments remboursés par la sécurité sociale, mais aussi, tenez-vous bien, pour les 140 premières représentations de spectacles lyriques, par exemple. Donc, autrement dit, quand vous faites un spectacle lyrique, vous avez les 140 premières représentations qui sont à 2,1%, et après, vous passez à un taux supérieur. Donc voilà, preuve que vraiment... Uniquement spectacle lyrique. Exactement. Alors, vous avez des spectacles vivants, il y a tout un paquet en quelque sorte de spectacles, mais c'est pour vous dire comme vraiment la fiscalité française marche vraiment sur la tête, on n'y comprend plus rien. Voilà. Et alors, justement, là, voilà, on explose avec ça. Alors, ça va être appliqué en 1er août 25, ils vont essayer et 31 janvier 2026 de toute façon. Mais ça veut dire quoi concrètement, Benoît Perrin, par rapport, parce que ça va s'appliquer à tout le monde, à tous les citoyens, sans condition de revenus, etc. C'est pas du tout proportionnel à quoi que ce soit, aux revenus qu'on reçoit, etc. Alors cet impôt-là, c'est un impôt, si vous voulez... ce qui me frappe là-dedans, c'est qu'on se dit, est-ce que ça fait partie, ça n'a rien à voir avec l'inflation, mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vous parle d'un autre chapitre qui est il y a eu, je crois que c'est dans le Parisien, le comparatif des prix relevés par des restaurateurs, en grande surface. C'est-à-dire les restaurateurs, ils vont faire leurs achats début 22, entre début 22 début 23, c'est il y a 2 ans. 1 kilo de poulet, Benoît Perrin, début 2022, 4,7 €. 2023, 7,2 €. Plaquette de beurre, 1,7 €. 23, 2,9 €. Crème, 3,69 €, 5,6 €. Filet de veau, 37,78 €, 51 €. Huile, 1,35, 3,9, steak haché, etc., etc. Et je finis par, évidemment, l'emmental râpé, par exemple, 7 €, l'année d'après, jusqu'à 15 €. Et l'entrecôte charolaise, je finis avec ça, 23,7 qui passe à 32,5. Alors évidemment, ça c'est l'inflation, ce n'est pas la TVA, mais il y a quand même, pourquoi je vous en parle? Parce que beaucoup d'éditeurs nous ont appelés en disant, mais jusqu'où ça va? On va aller jusqu'où? On va payer jusqu'où c'est? Mais ça revient comme une espèce d'antienne, de mantra. Alors payer, et surtout pourquoi et pour qui? Alors ce qui est très difficile effectivement avec l'inflation, c'est que c'est une espèce d'impôt déguisé. Puisqu'en fait, l'État a presque intérêt à ce qu'il y ait de l'inflation, parce que plus il y a d'inflation, plus évidemment les prix sont chers. Et comme vous avez, on y revient au sujet de la TVA, une TVA qui est proportionnelle au prix, et bien par définition, quand vous avez de l'inflation, et ben l'État collecte beaucoup d'argent. Alors c'est vrai que les produits alimentaires ont augmenté depuis 2021 d'à peu près 25%. Alors évidemment, c'est une moyenne. Vous avez des produits qui ont particulièrement augmenté. Vous avez parlé du poulet, vous avez parlé du sucre, du cacao, enfin un certain nombre de produits qui effectivement ont coûté très cher, enfin coûtent de plus en plus cher. Et c'est vrai que je pense là aussi que... Mais 25%, c'est énorme. Non, mais c'est énorme, c'est absolument énorme. Et je pense qu'il faut être clair vis-à-vis des Français. Les gouvernements successifs disent souvent, c'est bon, on a une espèce de ralentissement de l'inflation. Maintenant, on doit être à peu près à 1,5%. Oui. Mais 1,5%, ça ne veut pas dire que les prix baissent. Ça veut juste dire que les prix continuent d'augmenter à hauteur de 1,5%. Un peu moins, mais ils continuent à augmenter. Ouais. Donc, dire à longueur de temps, c'est formidable, l'inflation recule, c'est faux. C'est juste la progression qui est moins importante qu'avant. Mais malheureusement, les produits continuent à augmenter. Et alors justement, du point de vue de la TVA, par exemple, on peut jouer comme ça. Je vous demande, je sais pas si, enfin, c'est pas juridique. Est-ce que l'État peut jouer, et jusqu'à un certain point peut jouer à l'accordéon de la TVA comme il veut ou pas?
Alors là, vous me posez une colle. André, je crois qu'il faut quand même demander effectivement, quand vous touchez à des taux de TVA, en partie l'accord de l'Union européenne, parce que c'est un impôt qui est tellement important. En tout cas, il faut leur demander leur avis. Je suis pas sûr qu'ils décident, mais en tout cas, je crois savoir qu'effectivement, il faut quand même avoir des accords. Mais ce qu'il faut aussi dire sur la TVA, c'est qu'on a un taux qui est assez surprenant. Vous savez, on est numéro 1 partout dans les impôts. Que ce soit les impôts de production, les impôts sur le revenu, les prélèvements obligatoires d'une manière générale. En revanche, il y a un impôt sur lequel, effectivement, on n'est pas, si vous me permettez l'expression, au taquet, c'est justement la TVA. La TVA, comme on vient de le dire, le taux maximum en France, c'est 20%. La moyenne des pays européens, c'est plutôt 22%. Donc on est un peu plus bas. D'où l'idée, par exemple, alors là pour le coup, d'où l'idée de TVA sociale, parce que c'est le grand argument, en disant, voyez, comme on est plus bas sur la TVA que nos voisins européens, et du coup on peut remonter, comme si c'était une fierté d'être numéro 1 dans tous les impôts. Voilà. Et là, l'idée de TVA sociale, là nous obéissons à une loi européenne, là pour la consommation de gaz et d'électricité. Exactement. Il a dit il faut unifier, donc on unifie. C'est exactement ça. Et il faut aussi bien comprendre que juste une augmentation d'1 point de la TVA, juste d'1 point. Donc vous passez en l'occurrence, si on fait de la TVA sociale, mettons de 20 à 21%, eh bien vous gagnez 13 milliards d'un coup. Donc vous voyez, c'est un impôt qui est quand même fondamental. Donc autrement dit, vous augmentez de 3 points la TVA et vous êtes quasiment aux 40 milliards d'économies que souhaite avoir le gouvernement. Donc c'est un impôt qui est très difficile à faire passer parce que ça touche tout le monde. Bien sûr. Et de l'autre côté, c'est un impôt qui est très rentable parce que il suffit d'augmenter très peu pour collecter beaucoup. Quelle tentation, cher Benoît Perrin, quelle tentation. D'où l'idée de la TVA sociale qui effectivement arrive de plus en plus dans le débat parce qu'on voit bien que, c'est un impôt qui permet qui est en tout cas d'apparence presque bienvenue à la TVA sociale, tout bientôt. Mais Benoît Perrin, on va se revoir bientôt pour parler de cette question fondamentale et on prendra le temps. Où va cet argent ? Où va cet argent? On en a déjà parlé, mais je pense qu'on va faire une émission spéciale là-dessus. Merci. Alors voilà, TVA, 20%, gaz, électricité. Mais c'est pour le bien de qui? De l'État ou des Français? That is the question. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ah, cette extraordinaire personne qui avait remporté le tournoi de boxe féminine lors des Jeux Olympiques. Oui, cette boxeuse était un homme. Mais non, c'était pas un homme. Si, c'était un homme. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Et moi pour la première fois, je me suis enfin sentie femme. Merveilleuse Nicole Croisy, je me suis enfin sentie femme, effectivement, et dont nous saluons effectivement les parties. Paix à son âme et hommage à tout ce qu'elle a fait. Nicole Croisy, nous saluons aussi le départ de Philippe Labro, très grand journaliste, très grand écrivain, très bon cinéaste, parti également à l'âge de 88 ans. Alors pourquoi nous parlons de cela, évidemment, et vous le savez, Iman Khelif. Alors Iman Khelif, on se rappelle, Jeux Olympiques de Paris, effectivement, Iman Khelif a été autorisé à concourir au tournoi féminin de boxe des Jeux Olympiques de l'été dernier, boxeuse algérienne. Et alors il y a eu une grande polémique en disant mais non, mais enfin c'est pas possible, Iman Khelif est un homme, comment il peut participer à un tournoi de boxe féminin? Il avait gagné d'ailleurs, et ceux qui disaient mais attendez, c'est quand même un homme, mais non, ça ne veut pas dire, vous êtes anti-genre, vous opposez à la transition, ça ne veut rien dire. Et bien quand même en mars 2023 il y a eu un test bien avant donc les Jeux Olympiques et le tournoi de boxe qui avait été effectué par Iman Khelif en mars 2023 à New Delhi.
Et le Télégraphe, le journal anglais Télégraphe, a partagé dimanche dernier les résultats de ce test. Eh bien, ce test révélerait un cariotype masculin de type XY. L'analyse chromosomique révèle un cariotype masculin, donc bel et bien, Iman Khelif est biologiquement de sexe masculin. Et on l'a dit, on l'a vu. Donc, la médaille en or aux Jeux Olympiques de Paris continue de s'identifier comme une femme. Et je rappelle qu'on disait, mais c'est dégueulasse, c'est du racisme de dire ça. Pas vrai, c'est une femme, elle a fait sa transition, elle est une femme. Et d'ailleurs, c'était une femme depuis le début, etc. Médaillée d'or aux Jeux Olympiques. Eh bien, et même, vous savez, le comité olympique international qui avait été saisi de l'affaire, il y a eu une très très furieuse polémique, hein, des insultes échangées de part et d'autre, et il disait que oui, alors ceux qui considèrent que c'était un homme et c'était les concurrents, eh bien, c'est de la désinformation russe. Voilà, on avait évidemment, comme d'habitude, parlé de la désinformation russe. Et donc le CIO a dit c'est faux, ce n'est pas vrai. Et le CIO, le Comité national olympique, avait autorisé la participation de Khelif dans la division féminine aux Jeux olympiques de 2024. Et donc Khelif avait évidemment triomphé assez facilement, il faut le dire, sur toutes ses adversaires. Sauf qu'aujourd'hui, ça y est, la World Boxing Association, qui est reconnue par le Comité international olympique, la World Boxing Association a donné ses instructions, sa loi pour les Jeux olympiques de 2028. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a annoncé, la World Boxing Association? Que les tests génétiques PCR pour déterminer le sexe à la naissance seraient désormais obligatoires pour tous les athlètes souhaitant participer à ces compétitions. C'est très très important parce qu'on l'a vu dans énormément de compétitions. Vous savez, à la nage, vous avez entendu parler de ça, et puis dans d'autres compétitions, des hommes, Joe, qui s'appelait désormais Emma, se présentaient au concours de natation. Évidemment, il écrasait toutes ses concurrentes. Je ne parle pas de la boxe, je ne parle pas de l'athlétisme, je ne parle pas d'autre chose. Eh bien, c'était reconnu, oui, mais si vous osiez dire qu'un homme est un homme et une femme, vous étiez évidemment un sulfureux complotiste, un fasciste, évidemment, et un salaud de raciste, voilà. Eh bien, voilà, la World Boxing Association a regardé le réel. Le réel a frappé à la porte. Il a enfoncé la porte et il s'est dit, bon, ça suffit comme ça, et finita la commedia. Voilà, désormais, en sport, et en tout cas en boxe, et j'espère vraiment que ce sera généralisé à tous les sports, eh bien, si votre sexe à la naissance, il est féminin, eh bien, ce sera ça. Les tests à la naissance seraient obligatoires pour tous les athlètes qui vont participer à des compétitions. Mais voyez, un tout petit peu à un moment donné, peut-être une certaine logique, un certain bon sens revient, et on arrête les délires. C'est rare, hein, c'est rare. Eh ben oui, mais ça se passe. Voilà. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Malaise dans la civilisation. Non, c'est pas d'hier. Un certain Sigmund Freud écrivait ce livre, Capital, bien sûr, en 1930. Un siècle plus tard, alors les malaises, hein, le progrès, tout va bien, il n'y a plus de malaise dans la civilisation. Tout va très bien dans une France, une Europe, un monde apaisé, débarrassé de toutes ces crises, plus de problèmes, mais en fait, allez, sortons du cliché, sortons de l'image d'Épinal et regardons ce qui se passe. Ce qui se passe aussi, c'est une forme. Appelons-le quoi? Gouverné par le chaos, managé par la peur, en tout cas l'inventaire des peurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en ce moment où il y a guerre, on était confinés par le Covid, où on nous parle du climat qui va faire des milliards de morts, en tout cas certains le disent, et des guerres évidemment qui éclatent un peu partout, aujourd'hui de l'aide à mourir, effectivement, parce que voilà, on a besoin d'aider à mourir, d'aider à vivre, oui, on en parle, mais peut-être un peu moins. Et puis, on va en parler avec quelqu'un que nous avons toujours plaisir à recevoir, qui est Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle Dupont. Bonjour André. Psychologue, je rappelle
tous vos livres, vous en avez écrit plusieurs, mais le dernier, le plus récent, c'est Délesté du poids du passé, édition Erol. C'est bien, c'est une réédition du tout premier, en fait. Mais le dernier concerne un peu le sujet d'aujourd'hui, puisque c'est Être parent en temps de crise, avec une première partie qui est très politique. Oui, j'allais le citer, effectivement, Être parent. Et puis je rappellerai L'Antimère, qui est un livre qui a fait très légitimement beaucoup de bruit. Alors, Marie-Estelle Dupont, moi je voudrais qu'on fasse justement une espèce de tour d'horizon avec vous, avec la psychologue que vous êtes, parce que c'est bien d'interroger le mental. Après tout, on parle géopolitique, on parle économie, on parle de tout ça, on parle des rapports de force. Mais il y a comment ça se répercute, ça se répercute. C'est dur à dire. Le problème, oui, ça se répercute chez nous, dans notre esprit, dans notre mental, etc. Et je pense à ce que nous avons vécu pendant le Covid, je pense à ce que nous vivons encore maintenant avec le climat, etc. Je pense, encore une fois, à tout ce qu'on a dit aux guerres, et surtout à ce qui s'est passé récemment avec la loi, effectivement, sur l'aide à mourir. Et enfin, sans vraiment faire un inventaire à l'après-vert, l'insécurité, ce qui s'est passé aux Champs-Élysées à Paris lors de la Coupe du Monde. Donc, qu'est-ce que ça signifie, ça, Marie-Estelle Dupont ? Alors, merci de rappeler qu'effectivement, il y a un impensé dans notre manière d'analyser les choses, en tout cas dans l'espace public. En France, ça m'avait frappé d'ailleurs au moment du Covid, c'est pour ça que j'avais saisi l'opportunité d'être présente sur des antennes. L'impensé, c'est la psyché individuelle, c'est-à-dire qu'on a des clés de lecture économiques, géopolitiques, etc., oui, d'analyse, voilà, mais alors médicale et statistique, ça, à n'en plus pouvoir, mais la dimension de la psyché est un impensé, et on ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer, je pense, si on n'a pas à l'esprit qu'il y a une forme, pour moi, d'effondrement psychique de l'homme contemporain dans les sociétés occidentales. Et quand je parle d'effondrement, je parle pas... Effondrement, carrément. Oui, ouais. C'est un effondrement psychique, non pas au sens où on se mettrait à pleurer, quoique vu le nombre de dépressions, on pourrait se poser la question, mais un effondrement au sens où la colonne vertébrale psychique, en fait, au niveau collectif, a été très abîmée de manière progressive, particulièrement depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais en réalité ça a commencé pour moi avec les Lumières, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'être humain a voulu se définir comme le début, la fin et le centre de tout, il s'est retiré la verticalisation par le sacré, et donc tout est devenu possible. Alors ça a pris un tournant majeur avec mai 68, avec Il est interdit d'interdire, et d'ailleurs tu citais Malaise dans la civilisation de Freud, et dans les années 50, Herbert Marcus fait une synthèse des travaux de Freud, l'homme unidimensionnel, et des travaux de Marx, et écrit Eros et civilisation, qui m'avait beaucoup frappé quand je l'avais lu en terminale, parce qu'en réalité, lui, c'est un homme qui va porter l'idéologie de mai 68, où en fait, il va dire que le refoulement c'est mauvais, et qu'effectivement, il faut jouir sans entrave, et il est interdit d'interdire. Sauf qu'une civilisation, c'est quoi ? Une civilisation, c'est ce que une société, c'est ce que mettent en place les grands mammifères pour maintenir la survie de l'espèce. Et donc, ça se structure avec des grands interdits. Dans ces interdits, il y a l'interdit du meurtre. On est en train de revenir dessus de proche en proche et sous prétexte de faire le bien des gens. L'interdit de l'inceste, la différence des sexes, la différence des générations. Et on voit bien comment toute cette architecture, cette ossature de la psyché collective a été progressivement abîmé, comment les cadres symboliques, la famille, ça a été très abîmé. Le problème, c'est que une fois que ces cadres sont érodés, quand il survient une crise, l'État a d'autant plus de pouvoir pour imposer une doxa uniforme que les citoyens ne sont plus en capacité de faire fond sur leurs ressources à la fois communautaires, de liens de voisinage, etc., et de liens psychiques. Et quand tu associes ça à la baisse de l'instruction depuis 40 ans, où tu t'aperçois que le champ lexical, en fait, est extrêmement réduit, tu comprends que ce sont des méthodes en apparence démocratiques, mais en réalité qui n'ont rien à envier à l'URSS, où on a
camoufler, escamoter une partie de la réalité, simplement en ne pouvant plus la nommer parce que les gens n'ont plus les éléments de langage pour penser ce qu'ils vivent. Et moi, je l'ai vraiment vu. Etc., Les gens me disaient pendant la crise, mais c'est peut-être moi qui n'ai pas compris, je me sens mal, mais peut-être que c'est moi qui je devrais pas me sentir mal. Et ils se sentaient coupables d'avoir encore un appareil à sentir et un appareil à penser ce qui se passait, tu vois. Voilà, c'est un début de réponse, mais je vais te laisser. Oui, mais non, mais justement, par rapport à ça quand même, parce que là, tu vas loin, on va se tutoyer, puisqu'on se tutoie, on va pas, même si... On va pas faire semblant. On va pas faire semblant. Non, mais Marie-Estelle Dupont, la chose, c'est que tu remontes aux Lumières, tu remontes effectivement à 68, etc., d'accord. Mais enfin, il faut dire aussi que dans les sociétés verticales, dans les sociétés transcendantales, religieuses, etc., il y avait quand même aussi les mêmes failles, et les mêmes failles, d'autres failles, mais aussi importantes. Les interdits étaient peut-être très intéressants, mais les refoulements étaient terribles, les oppressions étaient terribles. Est-ce qu'on peut opposer, est-ce que c'est vraiment ça la lecture, ou c'est au contraire cette espèce d'acceptation justement de l'individu roi en supprimant tout le reste, donc la biologie, etc., pas seulement la religion. Je ne suis pas en train de faire l'apologie du patriarcat ou de la monarchie. Je suis en train de dire que pour comprendre ce qui s'est joué au moment du Covid, et dont la gestion doit quand même nous servir de paradigme. Quand les gens me disent mais le Covid c'est fini, non, ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est le paradigme, c'est le mindset qui doit nous permettre de comprendre la gestion de toutes les autres crises. Tu vas décliner sur le climat, sur la guerre, sur tout. On a réduit à peau de chagrin le débat public en l'hystérisant, c'est-à-dire t'es pour ou t'es contre. Il n'y a plus de nuances possibles. Il y a cette confiscation de la disputatio. Sauf qu'en démocratie, la disputatio, le fait d'argumenter, le fait de ne pas être d'accord, le fait peut-être de repartir de la discussion à un autre endroit du curseur parce que l'autre t'a opposé des arguments et que finalement tu as changé un peu ton point de vue. Si ça disparaît, t'as plus d'espace de catharsis de la violence. Et donc cette violence, elle va aller s'agir. Elle va s'agir dans la rue, mais elle va s'agir aussi au niveau des instances législatives qui vont être dans des logiques extrêmement binaires où finalement ce que les singularités devraient nous faire avoir à l'esprit n'existe plus. Je prends l'exemple du Covid où le fait qu'un père ne puisse pas aller voir son fils atteint d'un cancer à l'hôpital mourant, que dans les EHPAD on puisse pas visiter des gens qui faisaient des syndromes de glissement, que des cantines scolaires dans des territoires veuillent maintenir la possibilité pour les parents très, très précaires financièrement que les enfants mangent à l'école. La bureaucratie, la centralisation très jacobine de l'État ne l'a pas permis. Donc il y a une confiscation de tout ce maillage dans la société qui fait la vitalité, qui fait les ressources de chacun. Mais ça, pour moi, si tu veux, c'est aussi la conséquence du fait que les citoyens ont été petit à petit dépouillés de leur incitation à penser par eux-mêmes en se reposant sur un État tout-puissant, notamment par la baisse de l'instruction, aussi par le divertissement de masse. Qui a beaucoup abruti. On est un peu à Panem et Circenses quand même en ce moment. Pardon. Mais alors, la question que je pose à la psychologue, pourquoi et comment, pas comment d'ailleurs, ou comment on sait, pourquoi se sont-ils laissés dépouiller alors qu'on disait l'Occident, les citoyens les plus avancés, les plus analphabétisés, les plus conscients, les plus lucides, les plus instruits, etc., etc. Parce que on a joué sur des ressorts, on avait fait une émission avec toi d'ailleurs sur le management par la peur. En fait, en démocratie, c'est ce que Roland Gori explique, on n'interdit pas, on empêche. On nous a en apparence laissé des choix qui en fait étaient tellement coûteux qu'on n'avait pas le choix. C'est-à-dire que la menace d'être ostracisé dans l'entreprise, la menace d'être culpabilisé, montré du doigt parce que si t'étais sorti quand t'avais 20 ans, réviser tes examens chez un voisin, t'aurais pu tuer papy et mamie. Enfin, il y a eu vraiment des ressorts, des glissements sémantiques et des ressorts dans le langage de culpabilisation de ce qu'on appelle en psychologie le gaslighting, c'est-à-dire on fait croire à l'autre qu'il est malade alors qu'en fait on le rend malade, qui ont vraiment mis sous emprise les cerveaux d'un grand nombre de gens. Ça a aboli leur discernement, ils ont été pris dans la sidération. Enfin, tu sais, le 16 mars, on a quand même tous été surpris. Hein. Rappelle-toi, les restaurateurs avaient 4 heures pour vider les congélateurs. Et donc, cette sidération... C'est pas préparé, ça, c'était cette sidération, quand tu es dans une sidération traumatique, déjà, tu n'as plus de recul. Ton amygdale cérébrale, elle est tellement en alerte que ton cortex frontal n'arrive plus à discerner, à raisonner. Tu n'as plus le jugement... Et puis après, tu rajoutes des louches et des louches de communication politique avec...
ces espèces. Moi, j'avais l'impression d'être dans un laser game géant, testé, tracé, isolé. Puis après, ils nous l'ont fait sur l'écologie, différer, éteindre, je sais pas quoi là, sur les sèche-linges. Qu'en fait, tu arrives plus à penser. Et donc, les gens n'arrivaient plus à faire ce pas de côté. Et comme les crises se succèdent aux crises, parce que ça fait 40 ans. Enfin, moi, quand j'étais gamine, Chirac nous parlait déjà de crise. Les crises se succèdent aux crises. En fait, le mot crise, il allume dans ton cerveau urgence. Oui. Donc, je ne pense pas, j'obéis. Je suis dans la panique. Et donc, ça sidère les capacités de discernement. Donc, en fait, si en plus de ça, les jeunes générations arrivent avec très très peu de culture historique, de culture... Enfin, aujourd'hui, les jeunes médecins, ils n'ont pas étudié l'anthropologie, ils n'ont pas fait leurs humanités. Quel rapport ils vont avoir à la mort quand ils voient des jeunes de leur âge mourir alors qu'ils sont encore étudiants, tu vois? On leur fait pas travailler ce truc-là. Donc, évidemment qu'ils sont vulnérables à une emprise idéologique qui est très 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 bien rodée sur plein de sujets. Alors justement, on va en parler, on va continuer à en parler, parce que ce qui est absolument passionnant, c'est on est entré, il faut le dire, en état de sidération, quelque part, et on va parler ensuite sur comment on peut en sortir, et en tout cas, quelles sont les armes, déjà les armes du cerveau, les armes de la psyché, les armes de l'inconscient, quelles sont nos armes là-dessus? On va faire l'inventaire avec Marie-Estelle Dupont, tout de suite après cette petite pause, à tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Bon exemple de pervers. Marie-Estelle Dupont, malaise dans la civilisation et malaise évidemment avec un S. Parce que quand on voit ce qui se passe, on a commencé à parler de ce management par le chaos, de se gouverner par la peur et de cette espèce d'effondrement dont tu parlais, d'effondrement psychique. Mais je dirais que ce qui est étonnant, c'est que, encore une fois, on en parlait hors antenne, cette sidération, je dirais pratiquement résignation. Tu vois, aujourd'hui, là, par exemple, depuis 2 jours juste, je reçois des policiers, je reçois des pompiers, je reçois des gens, des entrepreneurs, des gens qui disent oui, d'accord, on fait ce qu'on peut dans notre truc, mais on ne peut rien faire parce qu'il y a comme une espèce de chape de plomb qui est là et que disent oui, bah alors les plus optimistes disent il faut attendre 2027, les nouvelles élections présidentielles, et il faut renverser la table, mais quand vous voulez comment renverser la table, parce que la table, elle a été vissée. Je l'entends, enfin, que ça, en tout cas, chez un certain nombre, je ne dis pas que ça représente tout le monde, mais un certain nombre d'interlocuteurs, Marie-Estelle Dupont. Si tu veux, je pense que des tyrans, il y en a toujours eu. C'est-à-dire que le propre du pouvoir, Machiavel le disait, c'est de se maintenir en place. Et quand on le voit bien, quand il est en échec patenté sur le régalien, il devient obèse et il se justifie en étant très intrusif avec la vie intime des gens. Mais la particularité aujourd'hui, c'est que comme il n'y a plus du tout de notion de bien commun dans la tête des politiques et que la figure... Il n'y a plus de notion de bien commun, à ton avis? Non, il n'y a plus de notion de bien commun. Disons que tu sais, la figure du gentilhomme, elle a été un peu remplacée par la figure du requin. C'est-à-dire que c'est pas d'avoir des valeurs et d'avoir une certaine noblesse et un certain sens du bien commun et une certaine idée que le pouvoir doit quand même être au service de la protection des plus vulnérables. C'était quand même vaguement dans la tête de certaines personnes il y a très longtemps. Aujourd'hui, c'est plutôt comment je maintiens mon poste et comment je place mes copains. Donc, on est plutôt dans la figure du requin. On le voit dans les entreprises. Pas un peu pessimiste. Non, mais dans les entreprises et dans les institutions publiques. Enfin, moi, j'ai quitté l'hôpital public aussi pour ça. On me demandait des choses qui violaient mon éthique. Tu sens qu'il y a quand même une torsion. On est quand même dans un moment de notre société parce que le sacré a été foulé aux pieds. Et moi, je trouve que d'ailleurs, cette volonté du progrès, de présenter comme un progrès le fait de tuer le plus facilement possible les gens, ça montre qu'on est un peu dans une société très sacrificielle, en fait. Mais je referme la parenthèse. On a l'impression que dans beaucoup de systèmes, on donne un avantage considérable à 2 types de profils. C'est ce que je dis dans mon livre. C'est les profils pervers, qui ne sont donc pas guidés par un surmoi et une notion de bien commun, mais par le fait d'avoir le plus de pouvoir possible sur l'autre, et qui donc réduit l'autre au statut d'objet. À quoi il peut me servir? Est-ce qu'il peut me mettre en valeur? Est-ce qu'il peut exécuter les petites tâches? Est-ce qu'il peut me servir d'objet sexuel? Voilà. Ça, c'est la logique perverse, c'est pas la logique de l'altérité. Et puis, les profils dociles et soumis. Donc, tu disais pourquoi les gens, ils se sont laissés faire, mais parce que les gens avaient peur de perdre leur place, leur image sociale, leur gagne-pain pour certains, et que quand tu contrôles la peur, Machiavel le disait, tu contrôles l'âme des gens. Bien sûr. Et donc le pervers, il fait quoi? Il divise pour régner. À partir du moment où il va diviser, tu peux pas aboutir à un bien commun.
tu vas saper les bonnes volontés. C'est-à-dire que le système est tellement puissant, une fois que les pervers ont capté les postes à clé, que ce soit dans une grande entreprise, j'entends des gens en burn-out, ou ailleurs, ou des managers pervers qui vont pas être choisis pour leurs compétences, mais pour leur capacité à diviser l'équipe et à maintenir le pouvoir. Qu'en fait, les gens qui ont envie de fonctionner de manière saine, ils finissent par être très anxieux, très déprimés, en burn-out, etc. Parce qu'à chaque fois, ils comprennent pas pourquoi, mais ils se prennent des gadins. Tu vois, ils sont pas mis en lumière, et donc ramener quelque chose de l'ordre de la santé mentale à l'échelle collective, c'est ramener pour moi la capacité de discernement. Mais je reviens à ça. Toutes les sociétés, restons en Occident, mais toutes les sociétés ne fabriquent pas des pervers, ou c'est devenu aujourd'hui une espèce presque d'automatisme de fabriquer des pervers. La nature humaine, elle change pas. Mais le rôle d'une société, en tout cas d'une société saine, c'est de limiter les instincts de domination à des choses symboliques. Domination commerciale, domination rhétorique dans une joute verbale, etc., etc. Et plus tu casses les cadres symboliques et les lieux d'exercice d'une violence saine, notamment le débat public qui aujourd'hui est complètement hystérisé. Enfin, moi, je me suis fait traiter de complotiste d'extrême droite quand je disais qu'il fallait pas mettre de masque aux enfants. Et aujourd'hui, les mêmes journalistes qui font mine d'avoir complètement oublié leurs propos me disent « Oh, mais alors, vous aviez lancé l'alerte sur les troubles de langage et les retards de parole. » Voilà. Donc, oui, à l'époque, quand tu disais le masque, c'est vrai, et d'ailleurs, tu l'avais dit ici aussi, mais quand tu disais le masque fait ce qui fait déforme, et atrophie, on te traitait de complotiste. Tu sais, moi j'avais dit dans le Figaro en février 2021, on va avoir des jeunes qui seront soit très déprimés, soit très violents. On a les deux. C'était évidemment prévisible puisque la réalité, l'expérience du terrain qu'on avait, nous les cliniciens, nous montrer que de leur couper leur espérance, de leur couper les ailes, de leur dire de toute façon c'est foutu sur l'écologie, c'est foutu sur le Covid, donc restez chez vous, ne faites rien parce que vous seriez un danger pour la planète, un danger pour papy et mamie. On savait nous que c'était de la pédagogie noire, on savait que c'était toxique, on savait que ça allait laisser des séquelles. Alors à l'époque on voulait pas nous entendre, et puis aujourd'hui on reconnaît qu'effectivement il y a un problème sur la santé mentale. Mais on le reconnaît pour l'escamoter, parce qu'en réalité, on continue de casser la psychiatrie en France. Donc, je ne sais plus quelle est ta question, moi je me suis perdue en cours de route. Non, mais la question était de dire comment une société fabrique, et justement, je veux dire, parce que c'est important pour ceux qui nous écoutent, et ils sont nombreux, comme tu sais, en fait, comment on définit le pervers, justement, qu'il soit en entreprise, qu'il soit en politique ou ailleurs? C'est quoi le pervers? Comment pourrait-on le définir? Un fonctionnement pervers, c'est un fonctionnement qui n'a pas atteint... En fait, c'est un fonctionnement psychique qui est tellement immature qu'il n'est pas arrivé au stade de l'altérité. C'est-à-dire que le pervers ne va pas considérer la personne en face comme une personne dotée d'une sensibilité et des mêmes droits que lui. Il va le considérer sous l'angle de comment peut-il me servir, ou comment puis-je le soumettre, et si je n'arrive pas à le soumettre, salir son image auprès des autres. On a tous eu des pervers, soit dans notre famille, soit dans notre environnement professionnel, on sait bien comment ça fonctionne. Si le pervers sent qu'il ne peut pas avoir de pouvoir sur vous, il va essayer d'en avoir sur les gens qui vous entourent en salissant votre image. Donc le pervers, il divise pour régner, et il jouit de diviser. Ce qui semble évidemment impensable à quelqu'un qui n'est pas pervers, qui jouit de réunir, de créer du lien, que les choses se passent de manière harmonieuse. Ce qui fait que ils ont le bénéfice du doute. C'est-à-dire que les non-pervers se disent mais c'est pas possible de fonctionner comme ça, on peut pas fonctionner sans empathie, on peut pas jouir de détruire, on peut pas jouir du chaos. Et donc, j'en parle dans l'antimère à l'échelle familiale, mon père accordait le bénéfice du doute à ma mère. C'est pas possible qu'elle ait envie de détruire sa famille. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le pervers jouit en fait de cette destruction, et il jouit de passer pour... Il se masque toujours de la vertu. Il te dit toujours c'est pour ton bien. C'est pour ton bien que je t'humilie, c'est pour ton bien que je t'enferme, etc., etc. Donc le pervers va utiliser des glissements sémantiques. Alors il y a eu un glissement sémantique dans la communication politique très important pendant le Covid, c'était qu'on a confondu le mot effort et sacrifice. Et pour moi je l'avais dit, cette communication, elle est pas bonne pour les jeunes, parce qu'ils entendent qu'ils doivent faire un effort à un endroit où on leur demande de sacrifier des années qui sont irrattrapables au niveau de leur construction sociale. Et on voit bien comme aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont en difficulté dans les compétences sociales. Et c'est très intéressant, parce qu'on se rappelle la phrase connue, présidentielle, il n'a pas dit « j'emmerde les non-vaccinés », il a dit « j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout ».
C'est une phrase qui était dans la presse écrite, c'était dans le Parisien. C'est intéressant. J'ai envie. C'est-à-dire, quelque part, il y a, je dirais pas une jouissance, mais il y a quelque chose qui est très forte et qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit, mais dans tout, par exemple. Mais prenons un exemple, mais moi, je pense ça, c'est la psychologue. Là, on fait une analyse, mais une analyse intéressante. C'est que, par exemple, depuis 10 ans, mais même plus, chaque fois qu'il y a une émeute, chaque fois qu'il y a une manifestation, chaque fois qu'il y a des milliards, des magasins saccagés, des histoires de refus d'obtempérer, etc. Vraiment, on va pas tous les citer, il faudrait 5 heures. Il y a tel ou tel ministre, tel ou tel responsable, tel qui vient dire mais écoutez, mais non, on va être ferme. On va être ferme, c'est fini, on ne peut plus accepter ça. On sera implacable, on sera avec ces fauteurs de troubles. Comme les marches blanches avec les petites filles qui sont assassinées. Ouais. Voilà. Oui, alors attention d'ailleurs à ne pas tomber dans un piège qui est de ne voir que le lait qui est mis en avant. Sans doute parce que ça fait plus de likes et plus de buzz, la destruction et la violence. Mais on tombe aussi dans le panneau d'un système pervers si on cesse de voir le beau de l'existence. Bien sûr, on est bien d'accord. Il faut parler donc, du beau je de pense que l'existence. On est bien d'accord. Et c'est là où moi, j'allais dans les médias, mais j'allais dans les médias toujours en me disant attention, parce que je dois à la fois lancer l'alerte sur quelque chose qui ne va pas bien, mais en même temps, je dois immédiatement donner des outils pour espérer, parce que sinon, je ne fais qu'aggraver le désespoir qui est engendré par ce sentiment que les gens ont. Mais ce n'est pas dans une émission en 5 minutes qu'on peut le faire, ça. On est bien d'accord. Que les gens ont d'être impuissants, parce que ce qui génère du désespoir, c'est jamais la difficulté. L'être humain, il est outillé, notre cerveau, il est fait pour la difficulté. Il est fait pour l'épreuve. Non, mais on est d'accord. En revanche, il n'est pas fait pour la perte de sens. Oui. Et des systèmes de société comme les nôtres où il y a une déspiritualisation majeure, où on fabrique la perte de sens. On fabrique la perte de sens, on le voit en entreprise avec les burn-out. On fabrique la perte de sens en vendant à l'être humain quelque chose qui est une fausse anthropologie. Et c'est là que je veux vraiment revenir sur ça, c'est que pour moi, les erreurs qui sont faites dans les sciences politiques, dans les sciences éducatives, en histoire, en psychologie, d'ailleurs maintenant c'est du développement personnel, la psychologie, c'est lié à la science, à la mère de toutes les sciences humaines. La mère de toutes les sciences humaines, c'est l'anthropologie, c'est-à-dire la définition qu'on donne de l'homme. Si une société se donne une mauvaise définition de l'homme, elle ne peut que commettre des erreurs, aussi bien dans le champ politique que dans le champ personnel. Très important ça. Alors écoutez, on va prendre une petite pause. On va parler d'anthropologie. Non, on va parler du sens, effectivement. C'est quoi le sens aujourd'hui? Et en fait, la question que vous posez, parce qu'on va pas retrouver la tendance du sacré, ni du médiéval, ni des siècles qui ont suivi. Mais on peut retrouver une transcendance, on peut retrouver effectivement, en tout cas une cause commune, un effort commun, une décence commune, comme disait un certain Orwell. Et c'est le plus important, comment le définir. Je crois que ça, c'est vrai, Marie-Estelle Dupont, ça c'est très important d'en parler. On le fait après cette petite pause. Et je vous rappelle, si vous avez des questions à poser, 0826 300 300, 0826 300 300, vous pouvez nous appeler sur le standard de Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul, Marie-Estelle Dupont, psychologue, elle analyse tous les états, elle n'est pas dans tous ces états, mais elle les analyse. Se délester du poids du passé, le livre sur les parents, l'antimère, et on parlait justement de ce qui fait société et surtout ce qui défait société aujourd'hui. Et on parlait d'anthropologie, mais je voudrais être très concret, Marie-Estelle Dupont. Effectivement, aujourd'hui, on va pas parler d'un modèle de société, mais qu'est-ce qui fait que justement tout s'est rapetissé, givaroisé sur l'individu, et que quand on parle du bien collectif, on ne sait même plus ce que ça veut dire le bien collectif. Quel pourrait être aujourd'hui un bien collectif dans des pays comme le nôtre? Parce que l'anthropologie qui est en fait à l'œuvre, l'anthropologie dominante à l'œuvre, et qui est dans le mindset de nos politiques, qui sont à peu près tous formés de la même manière, c'est l'anthropologie progressiste. L'anthropologie progressiste, c'est Dieu est mort, le Dieu c'est le progrès. Ce Dieu est impitoyable parce qu'il a la caution de la rationalité, mais c'est une rationalité qui est coupée du réel, donc c'est une folie résonante, c'est presque quelque chose de paranoïaque parfois. Et donc au nom du progrès, au nom du bien, on va redéfinir les conditions mêmes de l'existence humaine. Alors qu'une anthropologie qui est saine, c'est une anthropologie qui regarde l'homme comme une partie d'un tout, qui ne peut pas exister sans lien. On voit bien que aussi bien les tout petits bébés que les personnes âgées meurent quand ils sont privés de liens humains, et que l'existence, elle est d'emblée réticulaire, elle est d'emblée lien. Et dans l'anthropologie progressiste, en fait, tu as une vision extrêmement mécanique, statistique,
normative de l'être humain qui est définie par ses conduites, les calories dont il a besoin, son coût, sa rentabilité. Et en fait, quand tu vois l'être humain uniquement comme un consommateur contribuable, tu ne peux que mettre en place une violence légitime. Tu ne peux que mettre en place des lois violentes puisqu'elles escamotent la subjectivité et la sensibilité de l'être humain. Et quand ça va jusqu'à la disparition de la biologie, comme par exemple les mouvements du genre, les théories du genre, parce que on peut parler, c'est un exemple, parler de ça. Non, oui, mais alors c'est un exemple très intéressant parce qu'il s'en prend à ça et la GPA, je trouve c'est très intéressant parce que c'est vraiment des instrumentalisations de la science. La gestation pour autrui, oui, bien sûr. Une instrumentalisation de la science où, encore une fois, on fait croire que c'est au nom du bien et du progrès, qu'en réalité, on revient sur quelque chose de fondamental qui est d'une part notre nature de mammifère. Et donc le bébé humain, quand il sort du ventre de sa mère, a besoin du corps de sa mère. Et le chimérisme materno-fœtal qui a montré depuis les années 60 que pendant 27 ans je porterais des cellules de mes bébés et que mes enfants porteraient des cellules de leur mère, c'est complètement escamoté. Donc là tu vois bien comment sous prétexte de progrès, de rationalité et de science, en fait on est dans quelque chose de religieux où on nie des évidences absolues et des vérités scientifiques qu'on connaît depuis très longtemps. Et c'est pareil sur la question de la différence des sexes. On s'en prend à la différence des sexes qui est fondamentale dans une civilisation. Et oui, absolument. Je crois que nous avons beaucoup d'auditeurs qui appellent. Oui, en Maud. attente, on a d'abord Richard qui appelle de Toulouse. Oui, bonjour Richard. Bonjour Richard. Oui, bonjour à vous. Bravo pour l'intervention. Merci. Et en fait, j'avais une question. Est-ce qu'il n'y a pas des organisations perverses en fait aujourd'hui? Parce que c'était un peu au début de votre intervention. C'est pour le Covid. Moi, je travaille dans l'industrie et je me suis aperçu que les consultants utilisent beaucoup la méthode de John Kotter pour faire imposer des changements en réalité, des gens qui l'attendent pas forcément. Donc, on crée un sentiment de panique, on crée une coalition qui remplace les structures existantes, on fabrique des héros, on ostracise les gens qui refusent de suivre. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on a complètement appliqué ça pour le Covid. On peut faire le parallélisme. Et je pense qu'il faut que les gens soient éveillés à ça. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on n'a pas même des organisations aujourd'hui qui deviennent perverses? Est-ce qu'il n'y a pas de structure de pervers qui s'organisent? Ah mais si, mais pour moi c'est pas qu'il y a plus. Le problème n'est pas qu'il y a plus d'individus pervers. Le problème est que le système, en ayant cassé les cadres de régulation comme le surmoi à l'échelle nationale, des contre-pouvoirs très importants, etc., permet aux plus pervers de prendre les postes clés, et donc ça ruisselle, et ça fait que les gens, pour pas crever, s'adaptent et se mettent à fonctionner de manière perverse, et apprennent à fonctionner de manière perverse. Par exemple, il y a des entreprises que je ne citerai pas, où les managers sont formés à des méthodes de division, d'humiliation, d'ostracisation du salarié qui pose trop de questions, et donc à des méthodes perverses. Et c'est pareil dans le commerce et le marketing, pardon, mais quand vous êtes dans la rue avec des petits-enfants et que vous voyez des abribus avec des publicités, c'est super important de lui dire, alors tu vois, sur la publicité, il y a ça, et toi, ça te fait quoi? Parce qu'en fait, dans le marketing, il y a des ressorts évidemment d'infantilisation perverse pour inciter le consommateur, tout en se faisant croire qu'il est libre de faire le choix qu'il fait, à aller par petits coups de nudge, de petits coups de coude, vers le choix qu'on attend de lui. Et d'ailleurs, le directeur de l'Institut BVA Nudge pendant le Covid avait dit que les attestations avaient été rédigées à dessein de manière très protocolaire, très solennelle. Les attestations qu'on signait soi-même pour aller promener son chien, pour que les gens obéissent. Et donc ça, c'est évidemment des ressorts de sémantique perverse, bien sûr. Nous avons, merci Richard, nous avons également Marc qui appelle d'Oléron. Marc, bonjour. Ah, c'est joli, Oléron. Oui, bonjour, non, de l'Hérault. Ah, de l'Hérault, pardon, excusez-moi, pardon. Non, il est de Villeneuve-les-Béziers, Marc, c'est bien ça. C'est bien ça, merci André. Et merci André pour à chaque fois les invités que vous faites intervenir, parce que c'est une jouissance en fait, c'est une bouffée d'oxygène et merci. On se sent moins seul dans notre quotidien. Merci, merci. Et encore aujourd'hui. Et donc, simplement, alors il y aurait beaucoup de choses, je vais essayer d'être bref. La gestion, je confirme ce qu'a dit Alexandre, c'est-à-dire la gestion par la terreur, ça c'est ce qu'on vit au quotidien, en tout cas moi je le vis. Et non seulement effectivement on fait monter dans la hiérarchie les pervers, mais aussi les pervers qui savent obéir. Parce que si un pervers est un électron libre, on peut pas lui imposer de pérenniser le système. Et moi je vois beaucoup de pervers, effectivement, qui ont une certaine capacité à obéir, et c'est cela qu'on fait monter.
Ensuite, je voulais faire une remarque aussi, effectivement, sur ce qu'a dit votre intervenante, par rapport elle a pris l'exemple des futurs genres de médecine du secteur médical. Moi, j'ai une nièce filleule qui vient d'être chirurgienne réparatrice. Et effectivement, ces jeunes-là n'ont aucune éducation générale, n'ont aucune culture générale, et des fois, je me demande comment elle va gérer. Alors, dans les études, dans la formation, parce que heureusement, il y a quand même des médecins qui ont une famille qui leur a fourni des éléments de lecture, etc. Mais si ça vient pas du terreau familial ou de leur propre envie, effectivement, ça devient assez pauvre. L'enseignement se fait à coup de QCM. Mais heureusement, il y a des médecins qui sont formés. Vous avez tout à fait raison, et je pense à ces parents qui, heureusement, eux, sont un peu avisés de tout ça. Et puis, enfin, dernier point, est-ce que vous ne voulez pas aborder le risque zéro dont on nous rabâche les oreilles et que vous n'avez pas encore abordé? Qu'est-ce que vous appelez le risque zéro, en l'occurrence, Marc? La culture du risque zéro, c'est-à-dire que on fait croire aux gens que on peut atteindre le risque zéro alors que ça n'existe pas. Dans la vie, il y a toujours des risques. Et bien même on arriverait à aboutir au risque zéro, et ben après la vie sera fade. Alors évidemment c'est facile à dire quand on est confortable et qu'on n'a pas de soucis, mais il n'en reste pas moins que je pense que le risque zéro c'est une façon d'entretenir les gens dans la recherche vaine du sans danger. Alors Marc, vous parlez autrement du principe de précaution appliqué jusqu'au bout. Oui, on peut l'appeler comme ça. Tout à fait. Oui. Marie-Estelle Dupont. Ça me fait penser à quelque chose, la question du risque zéro. C'est que moi, je m'étais dit, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait eu dans l'actualité un homme qui ouvrait son bar tabac un matin vers 6h et qui avait été attendu par des délinquants qui s'en étaient pris à lui. Et puis en fait, cet homme s'était défendu. Et donc, évidemment, les médias avaient à nouveau reparlé de l'insécurité, de la violence qui montait, etc., etc., etc. Et moi, je m'étais dit, ce qui me pose problème, c'est que c'est un peu ambivalent. À force de le montrer, c'est une réalité, et en même temps, à force de la montrer, on va aboutir à quelque chose de très pervers, c'est-à-dire que c'est les honnêtes gens eux-mêmes qui ne violent jamais la loi, qui vont réclamer la société de contrôle et la société de surveillance pour se prémunir de cette violence que l'État a été totalement incapable de juguler, voire à tirer des bénéfices secondaires qu'elle se développe. Et du coup, on va arriver à une société de surveillance par la demande même des gens qui n'auraient pas besoin d'être surveillés. Et alors là, on va faire le bonheur de la super technostructure de Bruxelles qui n'a qu'une envie, c'est de nous contrôler le plus possible. Oui, sauf que les gens qui demandent, sauf que les gens ont, je crois, beaucoup compris que cette société technologique de Bruxelles, elle fabrique l'insécurité. Au contraire, ça c'est un autre problème, mais qu'il faudrait voir. Oui, mais est-ce qu'ils ont compris pourquoi elle fabrique la violence parce qu'elle déshumanise tout. Non, elle fabrique parce qu'elle a décidé d'abolir toute frontière, d'abolir tout sentiment d'identité, et donc on ouvre tout et open bar. Je ne parle pas seulement d'immigration, je parle en général. C'est ça qui s'est passé aussi. C'est que, au contraire, les mondialistes, globalistes, eux, la sécurité, ça ne les gêne pas parce que ça ne les éteint pas. Au contraire, c'est très bien. On fait la peur, on demande l'autorité, et sous ce prétexte d'autorité, ils vont très très bien établir, et on augmente la peur. C'est-à-dire ça marche très très bien ce système. Le problème, c'est des gens qui sortent de ce système et qui rétablissent, quand je dis les frontières, pas seulement extérieures mais intérieures. Mais on va en reparler. On a un troisième auditeur, Jérôme de Haute-Garonne. Oui, bonjour Jérôme. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à votre invitée Madame Dupont. Écoutez, en préambule, j'ai écouté ça dans la voiture, et puis à un moment donné, je voulais vous remercier Madame Dupont parce que je vous écoute bien depuis le début. Et en fait, vous avez tout simplement structuré une pensée sur mes ressentis. C'est toujours agréable. C'est mon travail. C'est extraordinaire. On n'a pas toujours effectivement ni la formation de base et puis ni la capacité à le faire. Et là, voilà, ce ressenti, ce glissement. Moi, j'ai 58 ans, j'ai 2 petits-enfants, j'ai 3 enfants, dont un TDAH le dernier, et puis un qui a une maladie, en tout cas psychologique ou psychiatrique, je ne suis pas compétent, pas traité. Bon, en fait, donc j'ai vu, si vous voulez, ce glissement sociétal, ce délitement, ce normatif. C'est-à-dire que il y a eu tellement d'échanges riches avec vos interlocuteurs aussi que ça m'a un peu coupé la question, mais je vais arriver à la formuler. Mais effectivement, on est dans
Moi qui ai 58 ans, qui suis en 67, mon grand-père était prisonnier au Stalag 2B, mon père a fait 3 ans et demi d'Algérie. C'était des gens qui avaient peur de rien. Et moi j'ai été élevé par des gens qui ont peur de rien. En gros c'est ça. Sauf de mourir dans d'atroces souffrances. En gros c'est ça. Et aujourd'hui effectivement cette normalisation, ce comportement, ce politiquement correct, ça me fait mal au ventre parce que j'ai l'impression que les gens, ça masque, on ne se structure pas, on porte tous un masque, social, personnel, etc. Je m'adresse aux psychologues là. Mais quelque part, il y a de plus en plus de masques, c'est-à-dire les gens, même entre amis, ils n'osent même pas, je dirais, sortir de la norme. Et ça me fait peur. Alors, vous allez dire que la peur fait peur. N'écarte pas le danger. Non, mais voilà. En tout cas, ça m'attriste parce que je voudrais pas que nos jeunes, effectivement, on est en plein Orwell, quoi. Vous l'avez dit, ça a été répété. On y est en plein. Et vous êtes d'accord, c'est-à-dire que quelque part, on va droit à l'abattoir. Les gens seront heureux d'aller à l'abattoir. Et surtout, à un moment donné, d'y envoyer les autres. Mais quand on viendra les chercher à eux, il n'y aura plus personne pour rien dire. C'est le problème, oui. Merci Jérôme, merci. Je pense que pour comprendre les ressorts de la peur, c'est très important de comprendre la falsification du langage. D'ailleurs, Orwell en parle. Il y a l'appauvrissement de la langue déjà. Le meilleur antidote à la peur, moi je le vois en consultation, c'est que les gens mettent des mots sur les choses. Et donc plus on a de nuances fines pour exprimer ses émotions, etc., plus on arrive à construire un chemin en dehors de la prison de la peur. Et l'appauvrissement du langage, c'est une prison sans clé, puisque vous n'avez même pas les mots pour penser le déficit qui organise toute votre confusion mentale, puisque les mots, c'est des petites boîtes dans lesquelles on met des petits bouts de la réalité. Donc si c'est ce qu'on fait quand on a des jeunes enfants à la maison, on met des petits bouts de la réalité dans des petites boîtes qui s'appellent les mots, et petit à petit, ça les aide à structurer leurs pensées. Donc l'appauvrissement de la langue, plus les glissements sémantiques et la falsification des débats, empêche les gens, vous voyez, sur la question là de la fin de vie, c'est quand même un débat civilisationnel absolument majeur. On ne parle pas d'euthanasie. Fin de vie. D'ailleurs, le mot euthanasie n'est absolument pas, il n'est pas une fois employé dans le texte de loi. Dans le texte de loi. Qu'est-ce qu'on ne te dit pas dans ce débat? C'est qu'il y a que 50% des Français qui ont accès aux soins palliatifs, que 3% des gens qui ont des douleurs chroniques qui sont réellement bien pris en charge, que en fait la loi Leonetti permet déjà des sédations longues et prolongées et profondes de gens qui ne sont ni curables ni simples à soulager. Et donc on escamote le débat au moment où il est posé, le jugement est déjà tranché en fait, parce qu'on a falsifié les termes du débat. C'est un des exemples les plus récents. On va juste prendre une dernière petite pause avant de conclure avec Marie-Estelle Dupont, de conclure. Merci à l'auditeur. Ce n'est pas évidemment une conclusion définitive, on en parlera encore beaucoup de ces malaises dans la civilisation. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Toujours et plus que jamais avec Marie-Estelle Dupont, effectivement, je crois qu'on a fait un premier inventaire, il faudrait des heures, mais je pense que nous allons renouveler effectivement ces entretiens sur les malaises dans la civilisation et surtout le pourquoi et comment la société dans laquelle nous vivons fabriquons un certain nombre soit de pervers, soit de systèmes fermés. Et surtout, moi je voudrais, on arrive à la fin de cette émission, Marie-Estelle Dupont, c'est pas en 2 minutes, 3 minutes qu'on va créer, dire ou inventorier les instruments de la libération, mais qu'est-ce qui pour vous est le plus important? Je veux dire, après tout, pour dire aux personnes, c'est quoi? C'est lisez, c'est ouvrez quoi? Qu'est-ce qui est le plus important, je dirais, dans la démarche intérieure, dans la démarche psychique, dans la démarche mentale? Alors deux choses. D'abord, Carl Gustav Jung, et quand même un de mes maîtres à penser, avait très bien vu que l'homme occidental ne se définissait que par l'extériorité et avait du mal à penser son intériorité. Et dès lors qu'un homme est vidé et coupé de son intériorité, il n'est plus en capacité de penser ce qui lui arrive et donc il est très manipulable. Donc travailler sur soi et avoir une véritable introspection, c'est extrêmement important pour aussi pas se laisser déprimer et penser qu'on peut rien faire. On peut déjà faire tout ce qu'on peut faire et c'est déjà beaucoup, notamment avec nos enfants. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense que quand tu dis il faut lire, oui, il faut lire, mais il faut lire quoi? Je crois qu'il faut lire les grands penseurs, parce que un des problèmes aujourd'hui, c'est que dans ce système, il y a une forme de papellardise ou d'hypocrisie d'un certain nombre d'intellectuels qui, pour rester bien vus, se coupent d'une partie de la réalité sensible et donc font des élucubrations intellectuelles, mais qui ne mettent justement pas des mots
sur les mots, que, MAUX. Les mots et puis même le ressenti, même sans être un mal. Et les gens ont besoin d'avoir des petites fléchettes sémantiques, voilà, pour penser ce qu'ils vivent, pour le comprendre. Et ça, je crois que c'est plutôt les grands penseurs, parce que Marcel Decorte le dit très bien dans l'Intelligence en péril de mort. L'intelligentsia, à un moment donné, s'est coupée de la base de la réalité sensible, et donc elle pense en rond, elle se donne raison à elle-même, elle s'autoproclame. On l'a bien vu pendant la crise, des intellectuels qui s'autoproclamaient sachant. Et puis 5 ans après, ils se retournent leur veste et ils disent comme moi sur la santé mentale, et c'est insupportable en fait. Donc je crois qu'il faut retourner aux grands penseurs de la réalité. Il y a Sénèque, il y a voilà tout, et puis plein d'autres. Il faudrait qu'on se fasse une liste comme ça et qu'on le dise. Non mais c'est très important effectivement. Il y a les fondamentaux. Moi, mon fils aîné, pendant la crise, je lui ai fait lire Huxley, je lui ai fait lire Orwell, je lui ai fait lire. Et voilà, il aime lire, il sent qu'il possède quelque chose en lisant que ceux qui ne lisent pas n'ont pas. Voilà ce que je leur dis. Vous avez écouté, merci, mais surtout ensuite allez lire. Oui, puis critiquez ce que vous lisez. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu lis? Bien sûr. Merci Marie-Estelle. Merci André.